et élever nos pensées vers Dieu, notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, créateur de l'univers, de tous les esprits, incarnés et désincarnés qui l'habitent, et aussi vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie en permanence du haut de sa miséricorde pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous appuyer dans les missions auxquelles nous nous sommes engagés dans cette incarnation, que nous puissions réaliser ce travail, cet effort d'amélioration personnelle, de réforme morale, en apprenant toujours plus. Et c'est pour ça que nous remercions cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour étudier un autre aspect de cette belle philosophie que nous avons embrassée. Et que nous espérons aussi que ces lectures puissent être utiles pour les esprits qui pourraient y assister dans nos domiciles respectifs. Ainsi soit-il. Voilà, donc nous sommes déjà le 13. Donc nous avons fini le module 1, l'introduction. Nous avons fini le module 2 qui est Dieu. Donc la semaine dernière, nous avions vu les attributs de la divinité. Et aujourd'hui, nous passons donc au module 3 qui s'appelle Existence et survie de l'esprit. Et le guide d'étude numéro 1, le premier, c'est quelles sont les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit? Quelles sont les preuves que nous avons une âme et que cette âme survit après la mort? Donc, c'est un sujet qui, à mon sens, est absolument fondamental dans notre humanité aujourd'hui, puisque vous avez énormément de personnes qui ne croient même pas avoir un esprit. Énormément de personnes qui pensent qu'on est juste un corps physique gouverné de façon aléatoire ou déterministe par des réactions biochimiques et que un jour, on meurt et puis après, il n'y aura plus rien, tout sera fini, etc. Donc, ce sont donc là les idées matérialistes. Alors que quand on parle de preuve de l'existence et de la survie de l'esprit, on parle de spiritualisme. Et pourquoi c'est fondamental? Parce que le matérialiste, s'il est conséquent avec lui-même, il se dit, bon, je vais en profiter un maximum tant que je suis là, tant que je vis, quitte à passer par-dessus les autres, etc. Donc, voilà, s'il n'y avait pas des lois humaines pour freiner et contrôler un peu, comme on le voit d'ailleurs dans certains pays où règne l'anarchie, c'est l'anarchie qui régnerait, quoi. C'est moi d'abord, les autres après. Alors que à partir du moment où on a une vision spiritualiste, ça change complètement. Et oui, l'esprit survit après la mort, il n'est plus dans le monde matériel. Et qu'est-ce qu'il emmène avec lui? Qu'est-ce qu'il n'emmène pas avec lui? Pardon. Donc, ça change complètement le point de vue et ça nous apporte en quelque sorte des preuves de ce que disait déjà, ce que disent les autres réunions, quand ils parlent du royaume de Dieu pour Jésus, par exemple, quand ils parlent du nirvana ou autre pour les autres régions. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est pas sur la Terre, donc c'est où? Voilà. Et à partir de là, on peut, notre raisonnement change complètement. Le plus grand ennemi du spiritisme, c'est le matérialisme, nous disait Kardec dans la question 799. Alors, on va voir les preuves de l'existence de l'esprit. Voilà. Donc, il y a cette affirmation qui est faite par Kardec, de façon très claire et très catégorique. L'homme a une âme, et cette âme de l'homme, ou de l'humain, de l'homme ou de la femme évidemment, survit au corps et conserve son individualité après la mort. Donc, vous voyez, là, il va même plus loin que le spiritualisme, parce que vous avez certaines religions qui disent l'âme, c'est un peu la goutte qui revient dans l'océan. En gros, la goutte qui était personnelle, qui correspondait à notre personnalité, retourne dans le grand tout, donc dans l'océan, et donc la personnalité, quelque part, disparaît, puisqu'on ne peut plus reconnaître la goutte une fois que la goutte elle est tombée dans l'océan. Et en fait, quand on réfléchit,
ça revient ça revient pas mal au même que le matérialisme. Si l'individualité ne survit pas, ben, qu'on ait fait le bien, qu'on ait fait le mal, que la goutte soit propre ou que la goutte soit sale, elle revient dans l'océan et puis c'est fini, quoi. Hein. Il n'y aura plus personne pour répondre de la conséquence de ce qu'on aura fait, hein, au niveau de l'individualité. Alors que là, non, l'âme survit au corps, mais en plus, elle conserve aussi son individualité. D'accord ? Après, l'épreuve, donc l'existence de l'âme est prouvée par les actes intelligents de l'homme qui doivent avoir une cause intelligente et non une cause inerte. Son indépendance de la matière est démontrée d'une manière patente par les phénomènes spirites qui la montrent agissant par elle-même. Donc, toujours dans les œuvres posthumes, hein, il y a un beau texte qu'il avait préparé sur l'âme et qu'il n'avait pas pu publier de son vivant et donc qui a été publié dans ses œuvres posthumes. Alors, les actes intelligents de l'homme, ben, comment voulez-vous que des réactions biochimiques aléatoires produisent quelque chose d'intelligent? Alors, on peut dire, ben oui, il suffit de regarder une plante entre guillemets n'a pas d'âme, et puis il y a des réactions, si c'est des réactions biochimiques aléatoires, elles produisent quelque chose qui est harmonieux, comme une fleur ou des choses comme ça, certes. Mais dans la plante aussi, il n'y a peut-être pas d'âme dans le sens propre du terme, mais il y a quand même un principe vital, il y a quand même du fluide vital. Et l'âme et la plante, elle suit aussi les lois biologiques concernant son espèce. Et donc, il y a une intelligence quand même derrière tout ça. Hein. Si c'était juste, hop, on prend des molécules de carbone, d'oxygène, d'azote, d'hydrogène et on les mélange et puis hop, ça fait une fleur, ben, la probabilité, elle est quasiment nulle. Hein. Tout comme si on prend les pièces d'une montre, on les secoue et puis on les jette. Et la probabilité, elle est nulle que la montre se reconstitue en tombant au sol. Voyez. Donc, il doit y avoir une cause intelligente. Et donc, cette intelligence, les plantes ont, comment dire, des propriétés qui dépendent de leurs espèces. Hein. Les animaux suivent l'instinct, mais l'être humain, il a encore plus que ça, c'est-à-dire qu'il a l'intelligence. Donc, l'intelligence ne peut pas être dans la matière inerte, hein, c'est ce que nous dit Kardec, et son indépendance de la matière. En plus, elle est prouvée par la phénoménologie spirite, c'est-à-dire par la médiumnité, en gros, hein, ce dont on va parler au séminaire ce soir, dont on va parler tout à l'heure. Hein. Donc, là, on voit des esprits qui sont plus dans le corps physique, qui disent clairement et franchement, j'étais incarné parmi vous, je suis mort, et puis maintenant je suis un esprit, et voilà, je me communique à vous à travers un médium. Et j'existe, j'ai une réalité, ma personnalité survit, il m'est arrivé ça et ça quand je suis, après être décédé en fonction de ce que j'ai fait pendant ma vie. Donc là, on a vraiment, c'est un peu la goutte qui, comment dire, le point qui vraiment hein, quand Kardec il a vu que la table donnait des réponses intelligentes et sensées, bah, c'est là où il s'est rendu compte, effectivement, voilà, ici on a devant nous une preuve hein, que non seulement l'âme existe, mais qu'en plus elle survit après la mort. D'accord? On continue. Donc là, toujours encore dans les œuvres posthumes, la survivance de l'âme après la mort est prouvée d'une manière irrécusable et en quelque sorte palpable par les communications spirites. Alors palpable, bon, c'est effectivement pas palpable dans le sens du toucher, quoi. Mais c'est clair que quand vous voyez une communication médiumnique, hein, un esprit qui s'est incorporé par exemple dans un médium ou qui écrit une lettre avec des preuves d'identité, où on revoit ses habitudes, ses manières d'être qui sont complètement étrangères au médium. Voilà, donc c'est le palpable, il est dans ce sens-là. Hein, c'est quand les esprits nous donnent des preuves d'identité. Et donc, c'est important dans les réunions médiumniques de toujours chercher ces preuves d'identité, ces éléments, hein, parce que les réunions médiumniques, leur finalité première aujourd'hui, ben, c'est d'aider les esprits qui sont perdus dans l'au-delà, hein, ceux qui étaient justement matérialistes et qui ne se rendent pas compte de où ils sont, qui restent parfois attachés à leurs biens matériels, etc. Hein, c'est de les aider.
Mais en plus, en retour, donc, on reçoit parfois des informations. Ils nous donnent des noms, des dates, des choses qu'on ignore complètement, hein, toutes les personnes qui participent l'ignorent, et qu'on peut aller vérifier et qu'on se rend compte qu'effectivement, ce que l'esprit a dit, c'était vrai. Voilà. Donc, les preuves d'identité. Des fois, il dit des choses que seul lui connaissait, hein, quelque chose qu'il a caché quelque part au fond d'un tiroir et tout, que même sa famille ne savait absolument pas où c'était. Et puis, effectivement, ils arrivent à retrouver quelque chose à cet endroit-là. Donc là c'est une preuve d'identité encore plus forte. Son individualité est démontrée par le caractère et les qualités propres à chacun. Ces qualités distinguant les âmes les unes des autres constituent leur personnalité. Et Kardec disait souvent, on arrive mieux à reconnaître l'esprit qui se communique, d'autant mieux qu'on l'a connu quand il était vivant. Hein. Et donc, c'est là aussi, on a vu que Kardec, Rivail, avant d'être Kardec, il fréquentait des sociétés savantes, hein, comme quand on l'a vu pendant le cours, on a parlé de lui. Et donc là-bas, il y avait connu des esprits comme Lamennais, des esprits comme Lacordaire, hein, enfin des personnes, il les a connus vivants, hein, de leur vivant, dans cet institut historique, entre autres. Et donc, quand ils sont venus se communiquer, ils sont morts entre-temps, et quand ils sont venus se communiquer dans les années 1850, fin des années 50, début des années 1860, il les a d'autant plus facilement reconnus qu'il les avait connus de leur vivant. Alors, il continue en disant, outre ces preuves intelligentes, il y a encore la preuve matérielle des manifestations visuelles ou apparitions qui sont si fréquentes et si authentiques qu'il n'est pas permis de les révoquer en doute. Alors, les preuves matérielles des manifestations visuelles ou apparitions. Alors, il dit c'est si fréquent et si authentique. Bon, les matérialisations, ce n'est pas si fréquent que ça. Hein. Par contre, le fait de sentir une présence, le fait qu'une personne a cette faculté hein, de voir les esprits qui sont devant lui, ça, c'est quand même un peu plus fréquent. Hein, et moi, je connais des personnes hein, je connais donc, dans le mouvement spirit français, une personne notamment hein, qui a cette faculté de voir les esprits. Et donc, quand il voit un esprit à côté de nous, il le décrit dans les moindres détails et on reconnaît, en fait, on arrive à le reconnaître par cette description. Hein, donc, le grand-père ou un parent décédé ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est plus fréquent. C'est Marie-Madeleine qui voit Jésus devant le tombeau. Hein. Donc, ça, c'était, entre guillemets, une apparition. Ce n'était pas encore une matérialisation. Elle le voyait avec les yeux de son âme, hein, alors que dans la Pentecôte, hein, quand Jésus, entre guillemets, est apparu dans la pièce où il y avait ses apôtres, au point que Thomas, il a pu le toucher, hein, il a pu toucher les plaies et tout, là, c'était une matérialisation. Donc, il y avait un médium à ectoplasme quelque part. Et donc là, ils avaient reconnu Jésus comme s'il était vivant à côté d'eux. Hein. Donc là aussi, ce sont des phénomènes qui apportent, comment dire, qui sont des preuves assez manifestes. Voilà. Charles, Oui. excuse-moi, mais je ne fais pas trop la différence entre une apparition et une matérialisation. Une apparition, c'est, par exemple, c'est le cas des fantômes. On voit un fantôme, mais tout le monde ne le voit pas. Il n'y a qu'une personne qui voit le fantôme. Hein, et donc, le fantôme, il apparaît à cette personne, mais il n'apparaît pas à tout le monde. Et en plus, si on mettait, c'est ce que Jésus disait à Marie-Madeleine, ne me touche pas, hein, donc parce que si elle avait touché, sa main serait passée à travers l'apparition, parce qu'il n'était pas matérialisé. Hein. Alors que la matérialisation, non, il est là, comme Thomas, on peut le toucher. Hein, l'ectoplasme, ils ont pu le peser, ils ont pu faire des moulages des mains, ils ont pu faire plein de choses. Hein. Donc, la matérialisation, c'est vraiment quand l'esprit devient tangible. Alors que l'apparition, c'est juste quand on le voit, hein, on a le contact visuel, mais il n'est pas, entre guillemets, palpable, il n'est pas solide, hein, il n'est pas matérialisé en fait. Donc, en fait, une matérialisation, on peut dire que tout le monde peut la voir. Tout En le monde peut le revanche, voir et le toucher. Ouais. une apparition, il faut que ce soit un médium quelque part. Alors.
Voilà, il faut que ce soit… Alors, la personne, en général, effectivement, il faut qu'elle ait une faculté médiumnique pour le voir. Et donc, une personne qui a cette médiumnité voyante, hein, alors ce n'est pas la voyance dans le sens Madame Irma, hein, c'est la voyante dans le sens de Kardec dans le livre des médiums, c'est-à-dire un médium qui peut voir les esprits. Ben, il y a que ce médium-là qui les voit, et en plus, quand il met les mains devant ses yeux, il continue à le voir. D'accord. Il le voit avec les yeux de l'âme, entre guillemets. D'accord. Okay. Voilà. Après, bon, est-ce qu'il y a des apparitions que plusieurs personnes peuvent voir en même temps? Bon, il y a les apparitions qui sont racontées dans l'Église, là, genre Fatima ou Lourdes ou autres. Après, c'est possible qu'il y ait 2-3 personnes réunies qui, ensemble, voient un phénomène visuel, une lumière, ou comme si c'était une photo qui se met quelque part devant eux, mais sans pour autant être matérialisée. Donc, tu vois, il y a une solution de continuité entre les deux. OK. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à ce stade? Oui, Christophe? J'avais une question, c'était par rapport à ce que tu as dit juste avant concernant la nature, les plantes, les fleurs. Moi, j'ai eu une réponse en plus qui m'a vachement étonné à l'époque où j'ai eu ça. C'était, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la suite de Fibonacci, la spirale de Fibonacci. Je connais pas. Oui, et ben, je vous partagerai le lien parce que c'est vraiment un atout supplémentaire pour faire comprendre qu'il y a une intelligence vraiment qui a tout créé, puisqu'ils se sont aperçus que tout suivait un ordre bien déterminé de chiffres. Et on le voit notamment dans la conception des plantes. Et on retrouve cette conception aussi au niveau de l'être humain, au niveau de l'ossature aussi. Donc, c'est une suite qui fait 1, 1, 2, 3, 5, 8, 11. Et en fait, ça forme une spirale. Et quand on fait un zoom sur une plante, on voit exactement la même spirale qui tend à arriver sur le nombre d'or qu'on retrouve aussi dans la fabrication des pyramides. Donc, c'est vraiment important de connaître cette spirale et cette suite de Fibonacci. Ça donne de l'eau au moulin. Je vous partagerai éventuellement une petite vidéo YouTube et après, vous tapez aussi pour avoir plus de renseignements sur cette suite de Fibonacci. Il y a des conférences là-dessus. C'est vraiment important de connaître ça. D'accord. Ça va toujours dans le sens de prouver tout à fait. l'intelligence de la création. C'est ça. Ça qui est le plus important. Mmh. Cette suite de Fibonacci est affichée sur le musée d'art moderne de Strasbourg. Ah, ben voilà. Elle est affichée sur l'immeuble qui est en l'extérieur. vert, en fait, qu'on voit à partir du Conseil général à Strasbourg. Oui. Et les chiffres sont lumineux, quoi. Voilà, c'est des chiffres lumineux affichés sur le musée d'art moderne. Ah ben, je ne savais pas. Merci pour l'information. Voilà. Alors, si on continue, donc là, c'est Gabriel Delanne qui nous parle. Donc, lui aussi, il a énormément écrit sur ce sujet. Il nous dit, à cette question, l'âme existe-t-elle? La science dit peut-être, et encore. Hein, si elle dit peut-être, c'est déjà un bon pas. Hein. Les phénomènes du magnétisme, de l'hypnotisme, de l'anesthésie répondent oui, hein, et en cela confirment toutes les déductions de la philosophie et les affirmations de la conscience. Voilà. Donc, en fait, on en est toujours là, c'est-à-dire qu'il y a toujours encore un peut-être ou un non, ou plutôt pas, côté scientifique, mais le nombre de phénomènes se multiplie qui tendent à prouver l'existence de l'âme. Et aujourd'hui, le phénomène le plus patent pour ça, qui n'existait pas à l'époque de Kardec, ni d'ailleurs à l'époque de Delanne, ou qui était, disons, très rare, ben, c'est le phénomène des EMI. Parce que le meilleur phénomène qu'on peut avoir pour prouver qu'il y a autre chose, qu'il y a une âme, et pas seulement un corps physique, ben, ce sont ces phénomènes-là, hein, parce que le corps, il est inopérant, hein, le cerveau n'est pas oxygéné, l'électroencéphalogramme est plat, il n'y a rien qui fonctionne momentanément, et pourtant la personne, elle a des expériences hors du commun, fantastiques, très étendues, profondes, etc., avec des éléments objectifs et des preuves d'identité. Donc, ce n'était pas le corps qui a pu percevoir tout ça, puisque le corps, il était à l'arrêt.
Et ce n'est pas non plus, comment dire, le fait qu'au moment où on le réanime, le cerveau, soudainement, il a fabriqué tout ça, on ne sait trop comment. Voyez, ben, c'est tout simplement l'âme qui s'est libérée momentanément du corps et qui a pu avoir ces expériences-là et s'en souvenir au réveil. Contraint par l'évidence des faits à admettre une force directrice dans l'homme, un grand nombre de matérialistes se réfugient dans une négation dernière en prétendant que cette énergie s'éteint avec le corps. Voilà. Donc ça, il y a effectivement des matérialistes qui disent effectivement l'être humain a une âme, mais cette âme fait partie de l'être humain et donc quand l'être humain meurt, l'âme meurt avec lui. Voilà. Donc c'est une vision, c'est un premier pas, mais qui est toujours pas suffisant. Voilà. Comme toutes les forces physiques et chimiques, disent-ils, l'âme, cette résultante vitale, cesse avec la cause qui l'avait produite. L'homme étant mort, l'âme est anéantie. Cela est-il possible, nous demande Gabriel Delanne. Ne sommes-nous qu'un vulgaire amas de molécules sans solidarité les unes avec les autres? À toute évidence, non. Hein. Notre individualité aimante doit-elle disparaître à tout jamais? Et de ce qui a été un homme, ne reste-t-il vraiment qu'un cadavre destiné à se désagréger lentement dans la froide nuit du tombeau? Delanne, il est un peu direct là-dessus. Hein. Et puis, voilà, ben là aussi, de toute évidence, non. Alors après, vous avez Descartes, hein, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Qu'est-ce que ça veut dire je suis? Ça veut dire qu'il y a un être pensant. Hein. La matière par elle-même ne pense pas. Hein. Donc, en nous, il doit y avoir quelque chose qui pense et donc qui est au-dessus de la matière. D'accord? Pourrait-on admettre que c'est le cerveau qui sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile? Ça sont d'autres qui nous disent ça tout le temps, enfin fréquemment. Ben, ce serait illogique si on considère que la pensée, étant un effet intelligent, demande l'existence d'une cause intelligente. On revient de nouveau de cette loi de cause à effet. Bon, le foie, c'est un organe qui sécrète la bile. Quand il voit des aliments arriver, il en sécrète pour faciliter la digestion, etc. Hein. On peut aussi le foie se faire de la bile, comme on dit, quand on se préoccupe, le stress, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, tout ça, ce sont des choses physiologiques qui sont bien identifiées, bien connues. Mais est-ce que c'est là quand même, est-ce que c'est là, c'est ça qui nous permet de penser, de concevoir, d'avoir l'intuition, de faire une œuvre d'art? Là, encore une fois, en toute évidence, non. Alan Kardec, il nous dit que le doute concernant l'existence des esprits a pour cause première l'ignorance de leur véritable nature. On se les figure généralement comme des êtres à part dans la création et dont la nécessité n'est pas démontrée. Quelle que soit l'idée que l'on se fasse des esprits, cette croyance est nécessairement fondée sur l'existence d'un principe intelligent en dehors de la matière. Elle est incompatible avec la négation absolue de ce principe. Voilà. Et donc, là, c'est vraiment le raisonnement logique pur et dur en disant voilà, la matière vieillit, change, se comporte suivant certaines lois chimiques bien connues. Et puis, ben, ma pensée, elle ne se comporte pas suivant des lois chimiques bien connues. Hein. J'ai mon libre arbitre, ça aussi, c'est quelque chose qui est fondamental, alors qu'une plante ou un animal n'a pas de libre arbitre, ou très peu. Ils sont essentiellement gouvernés par l'instinct, les instincts de préservation, de conservation, de survie, etc. Alors que nous, on a plus que ça. Donc, on ne peut pas trouver les causes de ces effets intelligents ailleurs que dans un principe intelligent, donc qui est l'âme et qui est en dehors de la matière. Voilà. Après, ben, il y a la croyance aux esprits et leur communication, hein, c'est la base même du spiritisme. Hein. Voilà, donc Kardec nous dit, si c'était une conception isolée, un système, elle pourrait, avec quelque apparence de raison, être suspectée d'illusion. Mais par contre, la communication avec les esprits, ce n'est pas le spiritisme qui l'a inventé, elle existe depuis Mathusalem. Oui, Michel? Oui, en fait, à ce propos, je pense que ce qui a un peu nui à l'évolution du spiritisme et aux études psychologiques, comme on les appelait à l'époque, c'est toute la médication, tous les neuroleptiques, etc.,
ce sont ces médicaments-là, en fait, qui sont venus appuyer un peu une partie, parce que pas la totalité, mais une partie des études matérialistes d'un côté qui disaient, ben oui, mais vous voyez, avec des médicaments, on arrive à apaiser l'humeur, on arrive à faire dormir quelqu'un, on arrive à lui changer sa façon de voir les choses, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais je pense que ça a peut-être été une dérive, en fait, des études, comment dire, de ces études psychologiques qui étaient spirituelles et qui sont devenues plus matérialistes avec des études psychologiques médicamenteuses, de tout ce qui est la psychiatrie moderne. Et je pense que c'est peut-être ça qui a un peu désorganisé, peut-être aussi peut-être freiné un peu le spiritisme. On se dit, ah ben attends, si des médicaments ça marche, pourquoi aller chercher à évoluer spirituellement? En fait, le problème, il a été là. Et si les médicaments sont une béquille aujourd'hui pour aider les personnes, ça ne guérit jamais. Un médicament, j'en sais quelque chose, les médicaments ne guérissent que très rarement. Ils aident, c'est des palliatifs, ça permet de vivre plus longtemps ou mieux, mais ça ne guérit jamais. Tout à fait. Et un des plus grands acteurs de ce mouvement-là, c'est Freud, hein, et ce que certains appellent la psychiatrisation de la médiumnité. Avec l'inconscient, subconscient, complexe d'Oedipe, etc., etc. Donc, il a, lui, cherché effectivement des interprétations matérialistes, et avec un certain succès d'ailleurs, puisque ça fonctionne encore aujourd'hui. Vous avez des psychiatres et des psychologues freudiens, hein. Mais heureusement, il n'y a pas que cette vision-là, puisqu'il y a Carl Gustav Jung qui était venu aussi et qui a apporté des interprétations un peu différentes, quoi, avec c'est pas ouvertement spiritualiste, mais c'est beaucoup plus proche du spiritualisme que ce qu'avait fait Freud. Et effectivement, les médicaments, comme tu dis, traitent le corps. Donc, on peut effectivement anesthésier, hein, donc on peut endormir avec des médicaments. Le corps, l'esprit, il en a besoin pour s'exprimer, pour parler, pour bouger, pour voir, etc. Donc, effectivement, les médicaments peuvent travailler sur le corps, mais travailleront, c'est indirectement donc qu'elles empêcheront l'esprit de s'exprimer. Un peu comme quand on a un musicien et puis on lui dérègle le piano, hein. Donc le musicien n'arrivera plus à s'exprimer, à jouer le morceau qu'il voudrait jouer, parce qu'on a agi sur le piano, vous voyez. Donc, ça correspond tout à fait à ce que tu dis. Et encore une fois, tout ça, ça va dans le sens de prouver qu'on arrive à agir sur le corps, mais l'âme continue et elle est toujours là. Et donc, elle existe et elle est indépendante du corps. Donc, les manifestations médiumniques, elles existaient chez les peuples anciens, modernes, dans les tribus, l'homme préhistorique, le culte des ancêtres, les Égyptiens, tout ça, on en a déjà parlé, hein. Alors, les critiques ils disent oui, mais c'est parce qu'on a toujours aimé le merveilleux, le surnaturel, mais le surnaturel n'existe pas. Ça voudrait dire qu'il y a des choses au-dessus de la nature, ça voudrait dire que la nature est incomplète, ça voudrait dire qu'il y a des dérogations, des exceptions arbitraires aux lois naturelles. Non. Le surnaturel d'aujourd'hui, c'est le naturel de demain, hein. Donc, tout ça, pareil, ce sont des explications qui ne veulent rien dire, hein. Qu'est-ce que c'est que le merveilleux? Qu'est-ce que c'est que le surnaturel? C'est des tiroirs dans lesquels ceux qui sont contrariés dans leurs idées rangent un certain nombre de choses, mais sans expliquer plus loin. Voilà, ce qui est contraire aux lois de la nature. Vous connaissez donc tellement bien ces lois qu'il vous est possible d'assigner une limite à la puissance de Dieu. Voilà, et bien, voilà, prouver que l'existence des esprits et leurs manifestations sont contraires aux lois de la nature. Donc, c'est ça, la science est matérialiste, mais c'est un dogme, c'est-à-dire elle est matérialiste par principe, parce que la science, c'est pas parce que le chirurgien il n'a pas trouvé l'âme sous son scalpel qui peut affirmer que l'âme n'existe pas, hein. Il n'a pas prouvé, personne n'a jamais prouvé que l'âme n'existe pas, hein. Donc, le fait d'avoir une position matérialiste, c'est dogmatique, c'est un choix qui est fait sans être basé sur une preuve. Donc, ce que les scientifiques reprochent le plus aux religieux, donc les dogmes, eh ben, les scientifiques sont les premiers aussi à en avoir un énorme qui est celui-ci, hein, du matérialisme. Voilà.
Voilà. Suivez la doctrine spirit et voyez si cet enchaînement n'a pas tous les caractères d'une admirable loi qui résout tout ce que les lois philosophiques n'ont pu résoudre jusqu'à ce jour. Voilà. Et donc ça, c'est la grande cohérence de la philosophie spirit, hein, qui vient donner, il y a un raisonnement rationnel, hein, tout s'enchaîne, c'est compatible avec ce qu'on a observé de tout temps et ce qu'on observe aujourd'hui dans les réunions médiumniques, et ça a des conséquences philosophiques ou éthiques qui là aussi viennent rappeler les bases morales qui ont existé de tout le temps, depuis Moïse ou même avant, dans les Védas, dans toutes les sources religieuses. Donc le spiritisme apporte une vision beaucoup plus large et qui présente une très très grande cohérence entre tous ces aspects-là. Voilà. Et donc le scientifique dit ah ben non, moi j'y crois pas. Bon ben voilà, mais tant qu'il n'a rien prouvé, hein, ça fera pas avancer le débat. Alors que le spiritisme lui essaye de construire, il y en a d'autres qui essayent de détruire, de nier, hein, de dénigrer, mais encore faut-il prouver que ça n'existe pas. Et là, on n'y est pas. Les phénomènes qui démontrent l'existence et la survie de l'esprit font l'objet de recherches, principalement à partir du 19e siècle, hein, comme on a vu, par des personnes sérieuses et réputées dans plusieurs pays. Et donc, la suite du texte va citer quelques exemples de ces phénomènes. Donc, il y a les phénomènes d'extériorisation de l'âme, hein, ou l'émancipation de l'âme. Pendant le sommeil naturel, notre âme, elle se libère du corps, et puis elle retourne temporairement, pendant le sommeil en tout cas, dans le monde spirituel. Voilà. Et donc, parfois, se rappelle au moment du réveil, hein, ce qu'elle a vu. Et il y a parfois là aussi des choses objectives, il y a des rêves prémonitoires, il y a des éléments qui ne sont pas dans notre capacité et qui finissent par pouvoir être vérifiés par la suite. Voilà. Et donc, tout ça, c'est sans le concours des sens matériels, hein, comme dans les expériences de mort imminente, si vous voulez, c'est un peu les expériences, un peu comme le sommeil et le rêve, mais en plus patent. Hein, vous voyez, et on ne porte pas assez d'attention à ce phénomène naturel qui est le sommeil. Hein, voilà. Car la nuit porte conseil, vous voyez, il y a plein d'expressions même qui sont utilisées pour montrer l'utilité du sommeil quand l'âme retourne dans le monde spirituel et peut consulter ses parents, son guide spirituel avant de prendre une décision. Ou le chercheur qui étudie un sujet, qui ne trouve pas la solution, paf, il se réveille et puis le lendemain matin, il a la solution parce qu'il est allé voir d'autres chercheurs, ils ont réfléchi ensemble de l'autre côté et hop, il le ramène comment dire, dans sa conscience à son réveil. Il y a aussi la clairvoyance somnambulique. Donc, le somnambule, c'est les magnétiseurs pratiquaient ça beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, ça se pratique un peu moins. Il y a le somnambulisme naturel. Hein. J'ai eu une expérience comme ça quand j'étais jeune. Hein. Je me levais la nuit, puis je marchais et je ne m'en rappelais absolument pas. Et quand j'étais en colonie de vacances, il y avait une immense salle avec beaucoup de lits. Des fois, en revenant dans mon lit, je me trompais de lit. J'étais dans le lit du voisin. Et puis le voisin qui me réveille, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es dans mon lit? Non, non, c'est toi qui es dans le mien. Et puis en regardant, je me suis dit, merde, c'est vrai, c'est moi qui suis dans le lit de l'autre. Donc, voilà, c'est les expériences de somnambulisme. Et donc, dans l'état somnambulique, il y a des personnes qui ont cette faculté, donc leur esprit peut sortir, se libérer temporairement du corps, tout en restant en contact et en pouvant continuer à parler et à dire ce qu'ils voient. Et il y a des personnes comme Edgar Cayce, par exemple, hein, ou Bruno Gröning, hein, qui ont un peu ils ont eu les mêmes propriétés, c'est-à-dire dans l'état somnambulique, il voit avec les yeux de son âme la personne qui est devant lui. Et il peut, comme dans le monde des esprits, la vue se fait par transparence, hein, il arrive à détecter les organes qui sont malades et puis à le dire. Et donc, quand des choses qui peuvent ensuite être vérifiées par des appareils d'imagerie médicale, etc. Donc, dans l'état somnambulique, donc notre âme, elle recouvre certaines de ses facultés, de ses propriétés, qui là encore ne sont pas dans notre corps. Le somnambulisme, c'est justement
une autre preuve de l'âme qui se dégage du corps et qui arrive à percevoir des choses avec les yeux de son âme. Et voir aussi, il y a le somnambulisme, ce n'est pas toujours médiumnique. Quand le somnambule y voit avec son propre âme, sans le secours d'un esprit tiers, ben, c'est du somnambulisme non médiumnique. Et quand en plus de sa vision, il y a des esprits qui sont à côté de lui et qui l'aident et qui lui disent des choses, dans ce cas-là, le somnambulisme a aussi une composante médiumnique. Voilà. Et donc ces perceptions-là, voilà, ce n'est pas fait par les organes physiques. Il y a la vue à distance, à travers les corps opaques, hein, donc, qui ne peuvent pas être expliquées par nos yeux physiques, hein, par les propriétés de la lumière, mais par les propriétés de l'âme. Voilà. Après, vous avez les maisons hantées, les transports d'objets. Donc, ça, c'est un phénomène qui est beaucoup plus connu, hein, les poltergeists. Je suis passé récemment, hein, quand on prend la route qui va de Colmar à Sélestat, me semble-t-il, il y avait sur la droite une grande bâtisse qui était en mauvais état quand j'étais jeune et qui aujourd'hui est pratiquement en ruine. Je pensais qu'elle avait été détruite, mais en fait, non, elle est toujours là, hein, et c'est une bâtisse qui a été abandonnée parce qu'elle était invivable. Voilà. Il y avait des phénomènes de maisons hantées qui faisaient que elle a été abandonnée même par les propriétaires qui n'ont jamais réussi à résoudre le problème. Donc, c'est un phénomène qui est assez fréquent. Hein, partout, hein, on voit des exemples. Moi, j'ai un ami, un collègue de boulot qui entendait des chorales chanter chez lui alors qu'il n'y avait personne, il était tout seul à la maison et il n'y avait pas de voisin qui avait mis une sono à fond, etc. Il y a une autre personne aussi que j'ai connue dont le mari est décédé. Eh ben, il y a un meuble, une armoire qui faisait, je ne sais pas moi, 500 kilos, qui s'est déplacé de 1 mètre ou 1 mètre 50. Hein. Ce genre de phénomène, il arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. On n'y porte pas toujours attention, hein, on n'y prête pas toujours attention. Parfois, ça devient gênant, hein, comme le cas des sœurs Fox, comme on l'a vu au début. Et donc, là aussi, par quoi sont produits ces transports d'objets et ces bruits, aucune cause physique n'ayant pu être trouvée. Il faut d'abord chercher les causes physiques, hein, les volets qui claquent sous le vent. Nous aussi, on avait longtemps un bruit de bling, 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 comme ça qu'on entendait. En fait, c'était les vents de la cuve à fioul qui n'étaient pas bien fixés sur son support, et quand il y avait du vent, ça tremblait, ça faisait du bruit. Il faut toujours chercher d'abord toutes les explications matérielles possibles et imaginables, mais des fois, on ne trouve pas, et dans ce cas-là, on peut attribuer le phénomène aux esprits. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, voyez, à Iceville en 1848. Après, vous avez les tables tournantes. Si quelqu'un connaît des gens qui font encore tourner des tables, dites-le moi, parce qu'il y a un photographe qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. Personnellement, je n'en connais plus. J'en ai connu à Mulhouse, mais bon, ils ont arrêté parce que justement, le médium qui avait les effets physiques se fatiguait et a fini par tomber malade. Mais il y a un photographe, hein, qui a été chargé par la Bibliothèque nationale de France de prendre des photos sur ces phénomènes-là. Il cherche, voilà, s'ils peuvent participer à une séance où une table tourne pour prendre des photos. Donc, si jamais vous connaissez, faites-moi signe que je puisse l'aiguiller vers eux. Et à l'époque, effectivement, c'était très courant. Aujourd'hui, ça l'est toujours. Hein. Je sais que le club vosgien de la ville où je suis né, hein, ils avaient un refuge en montagne où il y avait une énorme table vraiment en bois massif. C'est la table qui faisait, je ne sais pas moi, 1 tonne ou je ne sais pas quoi. Cette table bougeait, tournait, etc. Voilà. Donc, alors, ça reste toujours dans des cercles fermés, les gens ne les bruitent pas trop, mais ça existait. J'ai su aussi par ma tante, hein, que ma grand-mère pratiquait aussi des expériences avec les guéridons. Ça s'est perpétué quand même largement dans le XXe siècle. Après, vous avez les manifestations par l'écriture. Donc là, il y en a plusieurs. Il y a la psychographie indirecte, hein, avec des planchettes, des corbeilles, la planche avec des roulettes où il y a un crayon, ou alors le Ouija, hein, en quelque sorte. Voilà. Il y a la psychographie où la personne, le médium, il a un crayon en main, il écrit directement, hein, il peut avoir dans certains cas conscience de ce qu'il écrit et parfois pas.
et vous avez l'écriture directe ou pneumatologie. En gros, on met un papier et un crayon dans une boîte qu'on ferme, qu'on scelle, hein, et puis pendant la séance, on entend le bruit du crayon sur le papier. Et après la séance, quand on ouvre le papier, on voit qu'il y a eu quelque chose d'écrit sur la feuille blanche, ou ça peut aussi se faire avec des ardoises et des craies. Voilà. Donc ça, c'est l'écriture directe. Voilà. Après, il y a les esprits par l'audition et la parole. L'audition, l'exemple le plus connu, c'est Jeanne d'Arc, hein, qui entendait des voix qui lui disaient, qui lui donnaient des conseils pour lever le siège d'Orléans et tout, comment disposer l'artillerie, etc. Donc, c'était là aussi une gamine de 17 ans, hein, elle n'avait même pas 18 ans, manipuler avec brio l'artillerie, qui était quelque chose de tout neuf à l'époque. Elle a été aidée justement par ses voix. C'était l'audition, elle entendait des voix. Oui, Christophe? Pardon, pourquoi on dit que dans les milieux spirites que la tablette de Ouija est à déconseiller? Alors, moi, c'est sûr que c'est moins pratique que la psychographie. Donc, les gens qui faisaient tourner des tables, moi, je les avais vus, ils faisaient aussi du Ouija. Donc, pour le Ouija, en fait, il faut au minimum 3 voire 4 personnes, hein. En général, il y a 2 personnes qui ont la main sur la planchette de Ouija, hein. Ensuite, il y a une personne qui est devant les lettres et puis qui lit chaque fois les lettres, parce que tchac, 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 ça va très vite, hein. Et il faut qu'il y ait une troisième personne qui écrive les lettres. Tu vois? Donc, bon, et puis ça fait beaucoup de mouvements, c'est quand même assez, c'est beaucoup plus énergivore, entre guillemets, que d'écrire directement avec un crayon. Cela dit, après, on ne rejette pas, hein, le Ouija, bon, pourquoi pas, hein, quand les esprits n'ont pas d'autres moyens de se communiquer, ils ne vont pas rechigner à se communiquer par le moyen qui est à leur disposition. Ouais, parce qu'on trouve malheureusement, enfin malheureusement, oui, on trouve malheureusement des tablettes de Ouija qui sont vendues carrément dans des magasins de jouets, quoi. Ouais, il y a tout un commerce derrière. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Nous, la seule chose qu'on espère, c'est que les gens, ils étudient quand même un peu avant de pratiquer et qu'ils ne se fassent pas mener par le bout du nez par des esprits qui sont mauvais, voire tomber dans l'obsession. C'est toujours le danger de pratiquer la médiumnité sans savoir à qui on a affaire, hein, parce que des esprits, il y en a des tordus. Et ça, il vaut mieux le savoir avant comment dire, de les laisser se communiquer. Après, il y a les paroles, hein, donc c'est ce qu'on appelle la psychophonie, hein, et donc la personne qui dit des choses, en fait, c'est l'esprit qui parle à travers elle. Voilà. Après, il y a un autre phénomène qui est une variante de ça, c'est les voix directes, où les esprits, entre guillemets, matérialisent des cordes vocales et s'expriment par l'intermédiaire de ces cordes vocales matérialisées. Donc là, c'est un peu plus, c'est aussi un phénomène à effet physique. Mais là encore, le plus simple, c'est encore qui parlent à travers le médium, hein. Même si dans ce cas-là, comme c'est bien connu aussi, hein, la médiumnité, la personnalité du médium influera forcément sur le message qui est transmis. Mais il y a toujours là des choses extérieures que le médium ne pouvait pas savoir, qui étaient au-delà de sa capacité. Et c'est ça qui prouve justement le fait qu'il y ait une âme, hein, donc qui différentes qui se soient communiquées à travers lui. Après, vous avez les apparitions et les matérialisations. Donc, ça répond un peu à la question de Fabrice tout à l'heure. Hein, les apparitions ont lieu à l'état de veille, hein, alors qu'on jouit de la plénitude et de l'entière liberté des facultés. Elles présentent généralement sous une forme vaporeuse et diaphane, quelquefois vague et indécise. Hein, donc, c'est le fantôme, hein, c'est ce que je disais. D'autres fois, les formes sont nettement accentuées et l'on distingue les moindres traits du visage au point d'en pouvoir faire une description très précise. Voilà. Et l'esprit qui veut ou peut apparaître revêt parfois une forme plus nette encore, ayant toutes les apparences d'un corps solide au point de produire une illusion complète et de faire croire que l'on a devant soi un être corporel. Avec Florence Cook, la médium qui a permis la matérialisation de l'esprit de Katie King, le docteur pouvait entendre son pouls, on pouvait le toucher, c'était vraiment une matérialisation tangible. Voilà. La tangibilité peut devenir réelle, donc c'est ce qui s'était passé avec Jésus à la Pentecôte, hein.
C'est-à-dire qu'on peut toucher, palper, sentir la même résistance, la même chaleur de la part d'un corps vivant, ce qui ne l'empêche pas de s'évanouir avec la rapidité de l'éclair. Souvent, il y a dans certaines descriptions, comment dire, l'esprit matérialisé, hop, il disparaît par le plancher. Vous voyez, c'est l'ectoplasme qui est condensé à ce moment-là, à un moment donné, hein, ben, qui se dissout de nouveau et puis retourne dans le corps du médium, puisque l'ectoplasme, en fait, c'est de la matière. Sinon, il n'y aurait pas la tangibilité. Vous voyez, et donc, c'est l'ectoplasme qui sort du corps du médium. Le médium, ben, Crookes et d'autres ont pesé. Ils ont vu que le médium qui faisait, je ne sais pas, 60 kilos, ben, pendant l'apparition du fantôme, il n'en pesait plus que 30. Donc, vous voyez, c'est pratiquement la moitié de la matière de son corps qui est sortie dans l'ectoplasme. Par contre, bon, ils ont essayé de peser l'apparition et ils n'ont pas retrouvé, comment dire, la loi de conservation, hein, parce que là aussi, la balance, ce n'est pas un outil qui… voilà, il y a des phénomènes de lévitation, hein, la table qui se soulève. Donc, si on pèse la table avec une balance, on peut se dire, tiens, ben, la table n'existe plus, elle n'a plus de poids, alors qu'en fait, elle est soulevée. Donc, vous voyez, c'est les phénomènes de lévitation qui viennent se mêler à ça. Ce n'est pas si simple à mesurer. Mais en fait, le médium qui est assis sur une chaise et qui perd la moitié de son poids, ça, c'est quand même un élément important donc, qu'ils ont relevé. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est plus seulement par les yeux, mais c'est aussi par le toucher. Voilà. Et donc là, c'est pareil. Oui, mais c'est le médium, il est déguisé, il a un voile, il sort de ça. On les a mis dans des cages, ils étaient déshabillés, ils étaient fouillés. On leur mettait des voiles noirs alors qu'ils apparaissaient en blanc. Enfin bon, tous les stratagèmes. Alors, il y a eu des faux, évidemment, mais les expériences sérieuses qui ont été faites avec toutes les précautions nécessaires ont prouvé que le phénomène se produisait quand même. Voilà. Xénoglossie, c'est un mot un peu compliqué. Xéno, c'est étranger, glossie, parler. Donc, c'est des médiums qui commencent à parler en hébreu, en grec, ancien, dans des langues en fait qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc là aussi, ça ne vient pas de leur esprit, ou si ça vient de leur esprit, ça vient de l'inconscient, des connaissances qu'ils avaient dans des vies antérieures. Hein. C'est en général comme ça qu'on explique la xénoglossie, et qui sont stimulés donc par un esprit qui est là. Après, ben voilà, donc ça, je l'ai rajouté dans le cours, hein, les expériences de mort imminente. Ben c'est, à mon sens, l'expérience la plus forte aujourd'hui, et c'est pour ça que depuis Raymond Moody, les EMI ont tellement de succès. J'ai vu Sonia Barcala, ça y est, elle se réveille. Elle parlait du fameux congrès qui a eu lieu à Martigues, hein, avec, je ne sais pas, il y avait des milliers de personnes qui ont participé. Et puis, apparemment, elle est en train d'organiser, d'essayer de voir si elle peut organiser de nouveau une grande rencontre comme ça. Et c'est un phénomène donc, qui attire beaucoup de monde, justement parce que c'est quelque part un phénomène qui peut faire sauter ce verrou du matérialisme. Vous voyez, et c'est pour ça que pour beaucoup de gens, ben, ça les travaille, quoi. Ils voudraient bien savoir, ils ne sont pas encore tout à fait sûrs, ils ne sont pas forcément spirites, hein. Et donc, qui sont attirés par ces congrès, par ces phénomènes-là, donc qui vont les aider à prendre conscience, à se convaincre, hein, que l'âme existe, qu'elle survit après la mort, et que donc petit à petit, elles seront amenées, comme l'avait fait Kardec à l'époque, à en déduire toutes les conséquences d'un point de vue philosophique, éthique, moral, etc. Après, il y a les visions sur les lits de mort. Donc ça, c'est par contre très fréquent, hein. Ça arrive presque systématiquement, hein, si la personne, elle n'est pas, comme disait Michel, complètement shootée par des sédatifs et des antidouleurs à haute dose, hein. Ben, quand l'âme se dégage, moi je me souviens encore de mon père, hein, qui était déjà en fin de vie, il était déjà en soins palliatifs. Et puis, bah, il s'était un petit peu assoupi comme ça. Et puis d'un coup, hop, il commence à parler comme s'il parlait à sa mère. Et mon père, c'était très sceptique, hein. Il respectait ce que je faisais, hein. Il me prêtait même une pièce de sa maison qui avait accès direct sur la rue pour le local du centre spirit à Tarbes. Et puis, mais par contre, il disait, tu sais, personne n'est jamais revenu de l'autre côté pour nous dire comment c'est là-bas. Donc j'ai dit, il n'y a rien de plus faux. Il dit, oui, moi j'attends de voir. Eh bien, il a vu.
hein, parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais dis, tu étais en train de parler à ta mère, hein, et il m'a répondu, oui, effectivement, j'ai parlé à ma mère, je l'ai vue. Donc, c'est un exemple de vision au lit de mort. Et c'est très fréquent parce que à ce moment-là, si vous voulez, l'âme, elle est déjà à moitié dégagée, hein, et donc, même une personne qui n'était pas médium, dans ces moments-là, ben, elle est entre deux mondes. Elle voit le monde des esprits, les esprits qui sont là pour l'accueillir, et elle peut encore converser avec nous qui sommes à son chevet, hein. Et donc, ce sont pas. Il y a eu beaucoup de recherches, hein. Ernest Bozzano, il a écrit tout un livre sur le sujet. Ce ne sont pas de simples hallucinations. Voilà. Et après, vous avez des autres phénomènes qui prouvent la réincarnation, donc notamment Ian Stevenson, hein, aux États-Unis, hein, c'était le pays le plus sceptique par rapport à la réincarnation, hein. Même les spiritualistes américains et anglais, à l'époque de Kardec, ils avaient cette grande différence entre le spiritisme à la française et le spiritualisme à l'américaine ou à l'anglaise, c'est que les Américains et les Anglais ne croyaient pas en la réincarnation. Et Stevenson, c'est un scientifique qui est justement venu aux États-Unis pour étudier toute une série de phénomènes, les 1000 cas, enfin il a écrit beaucoup de livres sur le sujet, qui suggèrent la réincarnation. Donc il est venu dans le bon pays justement pour faire changer ça. Et donc depuis la deuxième moitié du XXe siècle et aujourd'hui, ben, les spiritualistes anglais et américains sont beaucoup plus ouverts sur cette question de réincarnation. Et donc Stevenson, il a apporté des preuves, hein, des personnes qui se rappellent de leur vie antérieure, parfois des enfants qui donnent des détails qu'ils ignorent totalement et qui peuvent être vérifiés, ou alors la personne qui a été assassinée dans une vie, hein, ils sont allés chercher les rapports d'autopsie, hein, c'était un tir de carabine à bout portant au niveau du thorax, et la personne qui s'est réincarnée derrière, qui a justement des marques de naissance exactement là où il fait les blessures qui l'ont tué dans la vie précédente. Et donc, Stevenson, il est allé jusque-là, hein, avoir des éléments objectifs, hein, alors, même s'il n'a pas conclu clairement, ça y est, la réincarnation est scientifiquement prouvée, il a quand même publié des milliers de phénomènes qui suggèrent la réincarnation. Voilà. Voilà. Et donc, Léon Denis nous dit la survivance, elle est amplement démontrée. Aucune théorie autre que celle de l'intervention des défunts ne saurait expliquer certains phénomènes psychiques sous leurs formes aussi variées. Et Russell Wallace l'a dit, le spiritisme est aussi bien démontré que la loi de gravitation. Et William Crookes disait aussi, le spiritisme est scientifiquement démontré, c'est-à-dire l'existence, la survivance, la communicabilité, le fait que les âmes puissent se matérialiser et autres. Michel? Oui, juste une petite info. Sur Netflix, il y a une mini-série qui s'appelle Survivre à la mort et dans laquelle eh bien, il parle des esprits, il parle de la réincarnation, il parle des EMI et il te montre à chaque fois des exemples, des exemples de réincarnation, des exemples d'enfants qui se rappellent de leur vie d'avant. Et il y a, je crois, une branche de l'Université de Virginie aux États-Unis qui étudie ça. Oui, c'est là où justement travaillait Ian Stevenson. Et donc, il est décédé en 2007. Et son successeur, il s'appelle Jim Tucker et il continue le travail. Voilà, c'est ça. Donc, ils en parlent dans cette mini-série. C'est très intéressant. Ils parlent de la médiumnité. Ils parlent d'une médium à effet physique qui s'appelle Nicole de Haas, je crois. Enfin bon, voilà, je trouve que, alors, c'est pas du tout le spiritisme, hein, mais par contre, c'est survivance à la mort, c'est-à-dire qu'en fait, il montre les manifestations bien, qui nous prouvent cette survivance, quoi. Je ne suis pas abonné à Netflix, mais bon, s'il y a des choses intéressantes comme ça, il faudra peut-être quand même que je m'y abonne un jour, quoi. Ben, oui, puis il y avait le film sur la vie d'Alan Kardec aussi, toujours sur Netflix. Le documentaire, là, c'est ça? Ah non, non, c'est un film en fait, hein. C'est un film qui s'appelle Alan Kardec. Donc, c'est un film brésilien, je crois. Oui. Ah oui, oui, celui-là, je l'ai vu, oui, oui. Voilà. La biographie, on le voit avec, pas Hermance Dufault, avec, comment elle s'appelle? C'est Jaffé, hein, qui lui claque la porte et qui après vient lui demander des excuses, c'est ça?
Oui, Le film qui dit qu'il était en prison même, quelque chose comme ça. Hein. Ouais, je vois lequel c'est. voilà. Il faudra Et après, et après j'ai une petite question, Charles, parce que dans les moyens de médiumnité, on parle jamais du pendule. Est-ce que Alan Kardec, j'ai pas l'impression qu'il allait parler non plus du pendule. la Est-ce, radiesthésie. oui, de la radiesthésie. Est-ce que c'est aussi un moyen une manifestation médiumnique ou pas? Alors, Kardec, c'est vrai qu'il n'en parle pas. Delane, il faudrait que je vérifie. Je n'ai pas comme ça de mémoire où vraiment il parle de façon claire du pendule. Mais le pendule, en fait, je pense qu'il peut y avoir deux aspects aussi derrière le pendule. Hein. Un aspect qui, comme le démontrait, alors je ne sais pas si c'était un parent de Michel Rocard ou quelque chose comme ça, qui était un radiesthésiste très connu et qui avait écrit beaucoup de livres, fait beaucoup de recherches, hein, notamment sur les anomalies magnétiques au niveau de la surface de la Terre et puis l'effet de l'eau pour détecter des puits, ce genre de choses. Hein. Donc, c'est soit le pendule, soit le bâton du sourcier. Ce sont des phénomènes qui sont quand même assez analogues, mais il peut aussi y avoir au niveau du pendule un aspect médiumnique. Hein. C'est que les esprits, voilà, vous avez vu, il y avait le Ouija, il y avait les paniers avec les crayons. Et on peut très bien imaginer qu'il y a aussi le pendule qui est aussi dans certaines occasions, par exemple en cherchant quelque chose sur une carte ou autre. Parce que là aussi, ça ne marche pas à tous les coups, hein, tout comme la médiumnité ne marche pas à tous les coups. Les esprits peuvent dire des choses qui sont vraies, mais il y a aussi des esprits moins bien intentionnés qui peuvent nous mettre sur une fausse piste. Hein. Donc ça, c'est une constante un peu partout. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir ce discernement. Mais on peut tout à fait imaginer effectivement que il puisse y avoir un aspect médiumnique dans la radiesthésie. Mais je ne connais pas assez pour pouvoir rentrer plus dans le détail. La seule chose que j'ai vue, c'est que on a une voisine, hein, toujours avec mon père, hein, dont j'ai déjà parlé, qui est sourcier, et donc qui, avec son bâton de sourcier, était venue dans la pièce justement qui avait servi de local, et elle avait déterminé qu'il y a un cours d'eau souterrain qui passait paf, en plein en diagonale sous la pièce. Hein. Et puis donc ça nous avait un peu inquiété à l'époque. Et on avait posé la question aux esprits, ils nous ont dit, l'eau a un pouvoir amplificateur. Donc si vous faites des bonnes choses, les bonnes choses vont être amplifiées. Alors, ça nous avait un peu rassurés et motivés pour faire des bonnes choses. Mais ce même jour, mon père, il était curieux quand même, il était venu voir. Et je me souviens encore, il a lui-même pris les baguettes, hein, parce que lui, il sait où est le puits sur son terrain et tout. Hein, et je le voyais marcher et aller volontairement vers le puits. Hein, et puis, donc, on voyait la baguette qui commençait à descendre, lui qui faisait tous les efforts pour essayer de la retenir, et la baguette qui descendait quand même. Voyez. Donc, ce jour-là aussi, ça l'avait un peu marqué, quoi. Donc oui, ce sont des choses qu'il faudrait effectivement approfondir et creuser davantage. Merci. Fabrice? Oui, pour en revenir à ce que dit Michel, je pense que pour le pendule, il doit y avoir, enfin, je ne sais pas si on peut parler de médiumnité, mais je pense qu'il doit y avoir un peu plus comment dirais, d'animisme là-dedans. Je pense que c'est plus que l'intervention, la communication d'un esprit, enfin après c'est mon point de vue, hein, je peux me tromper, mais plus que l'intervention d'un esprit, d'autres esprits, c'est plus notre esprit à nous, je pense, qui intervient dans la manifestation du pendule. Après, voilà, peut-être que je peux me tromper, mais parce que moi je sais que ça m'est arrivé de pratiquer le pendule, effectivement, si vous voulez, il réagit beaucoup, et pareil avec les sources. Mais je me suis toujours méfié parce que je me suis dit, voilà, je reste toujours un peu sceptique par rapport à ça, en ce sens que je pense que ça vient beaucoup de nous, et de là à parler de médiumnité, je sais pas. Je sais pas, c'est un pas que je franchirais peut-être pas. Mais bon, là, le chapitre aujourd'hui, Fabrice, il ne faut pas oublier que c'est l'existence de l'âme.
Oui, oui, oui. Donc, Oui. si tu parles d'animisme, tu vas dans le bon sens, puisque tu es dans l'existence de l'âme. Tu Oui, vois c'est ce que je vrai. veux dire? Oui, oui, Et oui. l'animisme, c'est quelque chose qui est fondamental. Sans animisme, il n'y a pas de spiritisme. Oui, Le premier pas, c'est déjà de croire qu'on a une âme, d'en être convaincu, hein, pour ensuite voir les puissances de l'âme qui peut effectivement travailler toute seule, comme on a vu dans le somnambulisme et peut-être dans le cas du pendule, hein, donc dans l'animisme, ou à partir du moment où on a une âme et qu'elle survit au corps, peut capter des informations qui proviennent des autres âmes. Dans ce cas-là, on a le médiumnisme ou le spiritisme. Mais l'animisme, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on dit toujours, les médiums débutants, ouais, non, mais c'est pas possible, ça vient de moi et tout. T'occupe pas de ça. Même si ça vient de toi, c'est sûr qu'au début, hein, un médium débutant, il y a peut-être 80% de lui et seulement 20% des esprits. Mais c'est ce 20% qu'il faut chercher et qui après va grandissant. Et des médiums comme Chico, ils étaient peut-être 80% des esprits et 20% d'eux-mêmes. Donc il y a toujours de l'animisme dans la médiumnité, dans le spiritisme. Et ce qui caractérise la médiumnité, c'est justement les preuves d'identité, les choses que le médium ignore complètement, qui sont au-delà de ses capacités. Et c'est ça qu'il faut aller chercher dans les réunions médiumniques, puisque c'est ça qui caractérise l'intervention d'un oui, oui. esprit. Parce que dans le pendule, finalement, je veux dire, la pratique, ça se résume à poser des questions. À poser des questions. Alors que la médiumnité directe, ça peut être des visions, ça peut être des intuitions, ça peut être une écriture, c'est, comment dire, c'est du factuel, quoi. Alors que le pendule, c'est quand même beaucoup plus sujet à interprétation, quoi. Si on me pose une question, est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non, est-ce que, voilà, quoi. C'est comme les tables. Hein. C'est un coup pour oui, Oui, deux coups pour non. Et le oui, pendule, c'est tu vibres dans un sens pour dire oui et puis dans l'autre sens pour dire non. Donc, oui, on est obligé de poser des questions directes dont la oui, réponse peut être oui ou non. oui, Et le pendule, on aura beaucoup plus de mal à ce qu'il puisse nous dicter un nom. Tu vois? Si tu veux oui, trouver le nom de quelqu'un, il faut lire les 300 ou 400 noms qui existent jusqu'à et attendre que le pendule il tourne dans. Tu vois? oui, C'est oui, moins pratique que la psychographie, par exemple, hein, oui, ou même, voire même que le Ouija, qui lui t'indique directement les lettres, tu vois. oui, oui, oui. Et c'est là où il faut aller au moyen le plus pratique, Hum, hein, mais hum. sans évidemment rejeter aucun. Oui, oui. Léon Denis disait, j'ai retrouvé ça dans le dernier livre là, que j'ai digitalisé, qui s'appelle Le spiritisme pendant la guerre. Il raconte que la première communication qu'il a reçue de son guide spirituel, donc Jérôme de Prague, il l'a eue dans un groupe spirit avec des ouvriers, hein, des gens très très simples qui étaient au Mans, et donc il l'a eu par la table. Et c'est un message qui fait 3 lignes qui publie dans le livre, quoi. Donc la première fois que son guide s'est communiqué à lui, c'était par la table. Donc même les bons esprits ne rechignent pas d'utiliser ce genre de moyens quand ils n'ont pas autre chose à leur disposition. Christophe? Est-ce qu'on peut considérer, enfin moi je le considère, mais c'est peut-être une erreur en ce qui concerne les tarologues, les cartomanciennes, parce que bien évidemment, quand on demande à une personne de choisir des cartes, elle ne les choisit pas par hasard. Moi, je fais un petit peu de... Enfin, je ne fais pas de tarologie, mais quand je me pose des questions, je peux utiliser un jeu de tarot. Et quand ma main passe sur les cartes, j'ai une vibration au niveau de l'estomac qui me dit c'est cette carte-là. Donc forcément, est-ce qu'on peut considérer que le cartomanciel, même les voyants, même s'il y a beaucoup de charlatanisme, est-ce que forcément ils sont guidés, bien évidemment, par une âme? Alors, oui, j'aurais tendance à dire oui, tout comme, parce qu'après il y a le tarot, mais il y a aussi la boule de cristal, il y a le marc de café, il y a plein de... Les Il y a oracles. le pendule, hein, il y a beaucoup d'objets comme ça, intermédiaires, qui pour certains médiums, que certains médiums utilisent pour les communications. Maintenant, ces objets, pour ces médiums-là, ils pensent que c'est nécessaire, hein, puisque pour eux, ça marche comme ça. Par contre, pour le médium spirit, lui, il n'en aura absolument pas besoin. Il aura la même chose, voire même beaucoup plus, sans être obligé de passer par quelque chose de matériel comme les cartes ou la boule de cristal ou autre. Hein.
le médium voyant dont je parlais tout à l'heure, il est devant vous, il voit, il regarde, on le voit regarder un petit peu à côté comme ça, il voit l'esprit, il n'a pas besoin de la boule de cristal ou du marc de café. Le médium psychomètre, les choses lui viennent, il n'a pas besoin non plus d'une béquille matérielle ou quoi que ce soit. Les esprits, en fait, agissent sur nous, hein, tout ce qui est matériel. Donc, on peut parler aussi de l'encens, tout ce genre de choses. Les bougies, c'est pas des choses qui sont indispensables. Certains le font, donc il ne faut pas condamner parce que voilà, il y a des personnes qui arrivent mieux à méditer, à se concentrer devant une bougie. Bon, donc c'est très bien. Hein. Par contre, c'est pas il ne faut pas penser que sans bougie, ça ne va pas. Hein. Le médium, une fois le médium qui est vraiment développé, éduqué, il n'aura pas besoin de tous ces artifices matériels. Il suffit du silence, du recueillement, des conditions favorables à la venue des esprits, des bonnes pensées, la loi d'affinité, hein, c'est ça la base de la médiumnité. Si c'est des gens qui sont curieux, qui veulent avoir les numéros du loto, qui pensent aux chèques qu'ils vont recevoir après la séance médiumnique, bon, voilà, on imagine facilement le genre d'esprit qui viennent à ce genre de séance. Hein. Mais la personne qui fait ça par amour, avec des intérêts matériels et personnels absolus, sans vouloir se mettre en évidence, etc., là, il y aura plus de probabilité que ce soit des bons esprits qui soient là. Ouais, c'est une réflexion supplémentaire pour enfin, je commence à écrire des petites choses. Je dis qu'il y a quand même des gens qui sont prêts à mettre 50 €, 100 €, 150 € sur une carte ancienne. Donc, quand on met ces tarifs-là, c'est qu'on est persuadé qu'on va avoir un message qui tient la route. Donc, il y a quand même des millions de personnes qui utilisent ce genre de procédé. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui sont capables de comprendre qu'il y a une survivance de l'âme après la mort. Voilà, donc l'aspect positif, effectivement, ce que tu dis, c'est que ces personnes-là croient en la survivance après la mort, donc croient aux esprits quelque part et à la médiumnité, donc c'est déjà une bonne chose. Par contre, elles n'ont pas encore compris la médiumnité. Non. Et elles n'ont pas encore compris non plus leur rôle à elles, hein, parce que après, il y a des personnes qui viennent franchement en disant, ils vont chez le médium, ils disent, voilà, je vous donne 500 €, mais je veux que vous me disiez ce que moi je dois faire dans tel cas, tel cas, tel cas, tel cas. Je veux que vous vous substituiez à mon libre arbitre et que vous preniez les décisions à ma place. Et si ça ne va pas, ce sera de votre faute, ce ne sera pas la mienne et je vous paye pour ça. Donc, comment est-ce qu'on peut qualifier une attitude comme ça, hein? Elle est irresponsable, quoi. C'est ne pas connaître. Le médium qui y répond, d'ailleurs, hein, il se trompe et effectivement, il va influer sur le libre arbitre des personnes. Et il aura effectivement une part de responsabilité si la manière dont il a influé la personne, n'aura pas été utile, aura induit cette personne en erreur. À l'époque de Moïse, ça se produisait déjà, hein, chez les Hébreux, inspirés des Égyptiens à l'époque, hein, où il y avait déjà des petits malins qui soutiraient l'argent des autres en abusant justement de cette crédulité. Moïse l'avait interdit. Tu vois, aujourd'hui, 3500 ans plus tard, ça existe toujours, même si c'est plus interdit, quoi. Ça existe toujours, mais au fond du fond, c'est la même chose. Personne ne peut se substituer à notre libre arbitre. C'est à nous de prendre des décisions. On peut demander des conseils, mais pour ça, il n'y a pas besoin de payer ou d'avoir un médium. Voilà, c'est une approche qui est complètement équivoque, hein, de la médiumnité. La médiumnité ne sert pas à se substituer à notre libre arbitre. Et les bons esprits, les guides spirituels, ils iront jamais, jamais, jamais contre notre libre arbitre. Si vous recevez une communication où c'est votre guide qui parle et qui vous dit tu dois faire ci, tu dois faire ça, poubelle, hein. Surtout n'y croyez pas. Votre guide, il ne va jamais vous donner des ordres. Il va vous dire réfléchis à ceci, réfléchis à cela, considère telle alternative. Il va nous donner des conseils, mais il ne se substituera jamais à notre libre arbitre. Parce que sinon, il nous empêche d'évoluer. C'est un peu comme la notion des indulgences dans l'Église, quoi. On payait Voilà. pour faire racheter ses fautes et pas endosser la responsabilité, quoi. Voilà, ils ont inventé le purgatoire qui était une source de revenus assez importante, hein, en disant, voilà, si vous payez, on va faire des prières pour qu'il soit sauvé, pour qu'il ne reste pas éternellement en enfer, quoi. Voilà. Vincent? Encore maintenant, il y a beaucoup de gens qui donnent la responsabilité de leurs sentiments et de leurs émotions à d'autres personnes. Ouais.
c'est ça. Et ça, la responsabilité émotionnelle, c'est très, très important. Assumer ce qu'on ressent, c'est voilà, c'est le premier pas vers une spiritualité, je dirais. Comment est-ce qu'on veut s'améliorer si chaque fois, c'est pas moi, c'est l'autre, hein? Non, il faut se regarder en face, hein. Et ça, c'est une tendance qu'on voit chez beaucoup de gens, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une tendance psychologique de vouloir chaque fois s'innocenter, culpabiliser la faute à pas de chance, la faute à ci, la faute à ça. Non, il faut assumer, il faut regarder. Ah bah tiens, effectivement, là, j'ai fait une connerie, c'est moi qui l'ai décidé. Donc, hop, je vais travailler pour ne plus la répéter, hein. Alors que Paranoïa. si on se défausse de notre responsabilité, eh ben, on ne fait pas du tout le pas dans le sens de s'améliorer. On évolue. Le paranoïaque, c'est celui qui assume pas ses responsabilités, hein. Ouais, ouais, ouais. Après, bon, il y a des formes beaucoup plus subtiles, des théories complotistes, enfin, ça va très loin, hein, ce genre de sujet. Et bon, il y a aussi le catastrophisme qu'on voit aujourd'hui. Alors surtout, ne tombez pas là-dedans, hein, c'est tous les gens qui se mettent à spéculer sur la géopolitique, tout ça, c'est des sources de perturbation qui sont beaucoup, beaucoup plus fortes qu'on ne l'imagine, hein. C'est des mauvais esprits qui orchestrent tout ça. Non, restons les pieds sur terre, faisons le bien, envoyons des aliments pour aider les gens qui en ont besoin, accueillons des gens chez nous si on peut, hein. Faisons quelque chose de concret. Ça ne sert à rien d'aller spéculer sur avoir le nez devant la télé où ils montrent chaque fois, bah, regardez, là, ça a sauté, les images qui tournent en boucle et tout. Ça, c'est des trucs qui, à mon avis, peuvent perturber profondément, qui perturbent profondément certaines personnes. Il faut avoir les pieds solidement ancrés sur terre, avoir des branches solides, comme par exemple la philosophie spirit auquel il faut s'accrocher pour comprendre ces phénomènes. Et puis, voilà, après, de dire de prier, bon, prier, c'est bien, mais ça ne suffit pas, hein. Il faut aussi faire, hein. Il faut aussi, comme je dis, donner à manger, héberger, répondre aux besoins, pousser, influencer les opinions de nos dirigeants, hein, qu'ils aillent dans le sens de la paix, etc. Sachant que ben, il y a le vote à la clé dans quelques mois, etc. C'est notre rôle. Le spiritisme ne fait pas de politique, mais il faut pousser dans le sens de la paix, dans le sens de la non-violence, dans le sens du partage, dans les valeurs humaines, toutes ces valeurs sociétales, pour les mettre le plus possible en harmonie avec les lois divines. Juste pour répondre à Christophe, là, je viens de faire une petite recherche sur Google. La voyance, c'est quand même 15 millions de consultations par an au niveau français. Et c'est un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros. Donc, c'est quand même pas anodin. C'est une véritable économie. C'est ça. Enfin, moi, comment dire, une fois, j'ai payé. C'est quand je suis allé dans une grande entité spirit à Paris qui fait payer l'entrée. Et donc, il y a une conférence. Alors, payer une entrée, une participation frais, bon, c'est normal, hein, parce que bon, c'est des associations, etc. Mais quand je suis rentré là-dedans, que j'ai vu les gars qui étaient assis un peu partout, qui écrivaient des messages et puis avec la pile de cartes de visite à côté d'eux, le gars qui parlait de tout et n'importe quoi dans sa conférence. Heureusement, j'avais un train à prendre, donc je suis sorti et la petite dame à l'entrée qui me disait « Attendez, monsieur, il va y avoir la voyance ». Je lui ai dit « Écoutez, je ne suis pas venu pour ça ». Donc, j'ai payé, mais même si je n'ai pas pu bénéficier de la chose, quoi. Voilà, ben oui, non, c'est pour ça que bon, dans les groupes spirit sérieux, on ne vous fera pas payer pour la médiumnité. On peut vous faire payer pour des livres, on donne gratuitement ce qu'on a reçu gratuitement, mais après, bon, c'est sûr, si on loue une salle, on peut demander une participation aux frais, ça c'est tout à fait normal. Mais payer pour la médiumnité, non. Ça ne peut pas devenir une profession. Voilà, ça ne peut pas. La médiumnité dépend des esprits, les esprits ne sont pas gouvernés par l'argent, donc il y a quelque chose qui cloche dans le système. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il vaut mieux travailler comme Chico, hein, avec sa machine à écrire là, dans sa ferme à Pedro Leopoldo, ou Divaldo qui travaillait dans une institution publique et qui faisait la médiumnité le soir quand il avait du temps à y consacrer, hein. C'est la meilleure attitude à avoir. Et puis c'est pour ça qu'on les connaît aussi bien aujourd'hui.
Les Vincent? esprits n'ont pas de compte PayPal. Non, il y a pas, non, ça ne fonctionne pas chez eux. Vincent? Oui, j'ai eu l'occasion de voir dernièrement la traduction que tu as pu faire d'une conférence sur les violences faites aux enfants Ah oui, ben et les c'était vendredi. conséquences, ouais, et les conséquences que ça pouvait avoir sur les personnes. Et on parlait tout à l'heure de responsabilité émotionnelle, hein, en fait, quelque part. Hein. Mm. C'est souvent quand on va vers la médiumnité, c'est qu'on donne le pouvoir à l'autre. Hein. C'est l'autre Mm. qui va donner le ton des émotions qu'on va avoir. Et il existe des méthodes hein, qui ont été développées par Marshall Rosenberg, par exemple, pour entrer dans une relation à l'autre non violente. Et Oui. je pense que ça, c'est très important. Ça n'a pas été évoqué hein, pendant cette conférence, mais c'est un outil qui permet de rentrer en relation avec l'autre euh, déjà en mettant en valeur les émotions et en essayant de trouver le besoin qui est derrière l'émotion. Oui. Et c'est très intéressant, je pense, si certains le connaissent, mais c'est Non, mais une méthode. vous avez mis un commentaire ou quelque chose sur le... Non, j'étais pas en direct parce que j'étais ailleurs à ce moment-là. Parce que vous pouvez quand même mettre le commentaire sur YouTube hein, Ah, derrière. par la Donc, suite? oui, oui. Et D'accord. donc, nous, on regarde de temps en temps et s'il y a des commentaires, ben, on les renvoie à l'auteur qui peut y répondre. Et Ouais, l'auteur bon, reçoit même une notification s'il est abonné à la chaîne, etc. ouais, c'est une idée, mais c'est vrai que Elle va revenir, hein, donc il y aura une prochaine conférence où la question pourra être posée aussi, c'est ou la suggestion donnée. une personne très intéressante, Marshall Rosenberg, qui a vécu en fait des grosses difficultés de violence en Amérique. Hein, c'était pendant les émeutes raciales, des choses comme ça, et qui a fait des études de psychologie pour venir en aide aux gens euh, pour qu'il y ait moins de violence dans ce monde. Et puis c'était concomitant à Gandhi, et donc il a fait une méthode un petit peu qui permet de faire de la médiation, disons de la médiation déjà interne dans sa famille, hein, pour qu'il y ait moins de violence et qu'il y ait plus de- d'adéquation entre les émotions et les besoins, et qu'on puisse se parler plus sereinement. Voilà, c'est très très intéressant. Dans les écoles, c'est utilisé beaucoup parce que il y a pas mal de violences malheureusement, de violences. Oui, le bullying et tout ça. Ouais, ouais. Et du coup, les enseignants sont souvent formés à la communication. Enfin, souvent, ceux qui le désirent sont formés à la communication non violente, mais c'est pas toujours mis en pratique et mis en avant, quoi. D'accord. OK. Ben, en tout cas, merci. J'ai noté, hein, puis j'en parlerai avec Claudia, qui reviendra. Hein, elle va justement, la deuxième conférence qu'elle va donner, c'est justement comment éduquer les enfants, comment se comporter quand il y a des violences, etc. Hein, donc, je pense que, alors on n'a pas encore de date. Je vais voir avec elle pour fixer une date au mois d'avril. Et donc là, je pense que, en tout cas, je vais lui transmettre ce point et peut-être elle connaît le sujet. Et dans le début de sa conférence, elle parle des sources en fait de la violence. Et Françoise Dolto, qui est Oui. la pédopsychiatre qui est connue, qui a fait tout un travail sur les sources de la violence. Par exemple, on considérait que les enfants ne pouvaient pas ressentir la douleur. Donc on n'anesthésiait pas les enfants auparavant hein, pour les opérer. Ou pour faire d'un enfant, alors on considérait que l'enfant était un sauvage, un petit sauvage, et pour le civiliser, il fallait le taper. Donc c'était une violence institutionnalisée quelque part, et elle explique d'une façon très, très éloquente le comportement qu'on a pu avoir vis-à-vis des enfants, et elle est passionnante. Dolto était vraiment une personne passionnante. J'ai lu un ou deux livres d'elle, effectivement, c'est des livres qui sont très, très pertinents. Moi, j'ai connu ça, hein, les sévices physiques à l'école et tout, ça se pratiquait encore quand j'étais jeune. Mais heureusement, quand on m'a opéré des végétations, on m'a endormi, même si c'était au chloroforme,
on m'a endormi quand même, quoi. Oui, heureusement, quand même. Quand même. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un problème. Et puis, il y a aussi la vision de la femme qui n'a pas été abordée. Est-ce que la femme cherche un homme protecteur, macho, qui va dominer, qui va être quelque part un homme qui, par sa violence protectrice, être une source de violence quelque part, hein. Mm. Alors, c'est sûr que parce que, en fait, Claudia, elle s'occupe surtout de l'enfance des jeunes, mais aussi de la famille. Et donc, entre mari et femme, ben, ça fait partie de cette dimension de la famille. C'est un sujet qui, effectivement, est très large. On parle de la violence faite aux enfants, mais on oublie souvent de parler de la violence intrafamiliale, hein, des violences Ah oui, oui, oui. entre les adultes, hein, qu'il faut déjà Oui, soigner, hein. oui, oui, oui. Mais là, bon, le thème qui avait été demandé, c'était spécifiquement sur les enfants, quoi. Hein, donc, c'est pour ça qu'on lui a demandé de parler spécifiquement de ça. Christophe? Moi, c'est une question par rapport à la semaine dernière, parce que j'étais pas là la semaine dernière, j'ai écouté le cours hier. J'avais justement laissé la question sur YouTube. On dit que Dieu est immatériel. Est-ce qu'il y a un autre exemple de quelque chose qui existe qui est immatériel? Oui, j'ai vu Le ta vent, par question, en exemple. fait. Ouais, J'ai pas répondu encore, mais j'ai vu ta question et j'ai d'accord. failli y répondre hier, mais pouf, Mhm. il y a autre chose qui est venu. Et puis, du Pas coup, grave, pas grave. Parce que je nomme souvent le vent. l'immatériel, oui. Alors, c'est quelque chose qui est compliqué, hein. Quand on parle d'un point de vue physique purement dit, ben, la matière, c'est composé de particules, d'atomes, des électrons qui tournent autour, qui se combinent dans des molécules, etc., hein, ou qui s'organisent suivant une structure géométrique, comme dans les cristaux, les métaux ou autres, hein. Donc, la définition de la matière, c'est ça. Donc, le Père-Esprit, lui, il est aussi immatériel. Enfin, il n'est pas matériel dans le sens qu'il n'est pas composé d'atomes, de molécules. C'est pour ça que Kardec dit qu'il est semi-matériel. Mais là, la science s'arrête. On n'a pas la conception de la semi-matière encore, puisque pour l'instant, la science le néglige ou le traite très, très peu. Et alors, dans la divinité, ou quand on parle de notre esprit, par exemple, ben, il n'est même pas semi-matériel, tu vois. C'est quelque chose, hein, et les esprits disent incorporel, mais c'est là où les mots nous manquent un peu pour pouvoir définir qu'est-ce que c'est que cette immatérialité ou cette incorporalité. Et ben, pour l'instant, les mots qu'on peut utiliser, ben, c'est ceux-là. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut considérer le vent comme étant quelque chose Alors, le d'immatériel? vent, non. Le vent, tu as l'énergie éolienne. Le vent, c'est des molécules d'air qui sont animées d'une certaine vitesse et que tu peux utiliser dans les avions pour que les avions volent et tout. Non, le vent, il est matériel. D'accord. On ne le voit pas, mais il est quand même là. Voilà. La lumière, tu la vois, la masse est nulle, mais c'est quand même matériel. Le photon, il est matériel. D'accord. Puisqu'il arrive sur un panneau solaire, paf, il va faire bouger un électron qui va te faire circuler de l'électricité. Tu vois? Ok. Hmm. Donc, la lumière, le vent, l'air, les gaz, les liquides, les solides, tout ça, c'est de la matière. C'est ce que notre physique étudie. Même les particules, les rayons X, les antiparticules, genre les PET scans avec les positrons et tout ça, c'est la matière, l'antimatière, c'est ce qu'on appelle de la matière. D'accord. L'immatériel, c'est ce qui sort de ça. Une idée est immatérielle. Voilà. Les ondes, par exemple, qui sont émises par l'antenne, sont aussi matérielles. Ce sont des photons, c'est un rayonnement électromagnétique qu'on arrive à capter avec une autre antenne, amplifier le signal et hein, voilà, c'est comme ça que fonctionnent toutes les communications, quoi. Par contre, la pensée, Voilà, une idée, une pensée. voilà, quand tu mets l'antenne dans une cage de Faraday, il n'y a plus rien qui sort. Par contre, la pensée sortira quand même de cette cage de Faraday. La cage de Faraday, c'est justement pour bloquer la matière, hein, alors que l'immatériel, bah, c'est une autre dimension. C'est pour ça que je parle des 4 dimensions de notre espace-temps, hein, 3 dimensions de l'espace et une pour le temps. Et la matière, c'est tout ce qui est dans ces 3 dimensions. Et c'est pour ça que tu as des auteurs comme Philippe Guillemot qui disent que dans le phénomène du vivant, il y a de l'information qui vient du vide.
Et qu'est-ce que c'est que le vide? Ben, c'est ce qui est en dehors ou ailleurs que dans cet espace-temps, tu vois. C'est dans ce qui est immatériel. Donc, le immatériel ou le semi-matériel, le vide, tu vois, il y a beaucoup d'expressions qui permettent d'exprimer la même chose. Ok, Voilà. Donc, mais le vent, non, le vent, c'est matériel. Voilà. d'accord. Donc, c'est une erreur de ma part. Merci. Mais il n'y a pas de quoi. Voilà, on va s'arrêter là. Il est déjà 9h30. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre présence. On va remercier aussi les bons esprits pour leur présence avec nous ce soir, de toutes ces questions intéressantes dont on a pu parler. Et donc, c'est un point fondamental, comme on l'a dit, hein, de passer du paradigme du modèle matérialiste à un modèle spiritualiste qui montre justement qu'il existe d'autres dimensions que les dimensions matérielles qui sont connues et où se situe tout un aspect énorme et je dirais même essentiel de notre humanité. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à bientôt.